10 logiciels français ont donc été récompensés pour leur contribution à l'avancée scientifique. On en parle avec Roberto Di Cosmo. Bonjour Roberto, vous Oui, bonjour. êtes connecté avec nous ce matin, merci beaucoup. Vous êtes donc le directeur de Software Heritage, on en a parlé dans votre grande interview, mais je rappelle rapidement, c'est une initiative qui est portée à la fois par l'INRIA et l'UNESCO pour la préservation et le partage du patrimoine logiciel mondial. Et donc vous faites partie du comité d'organisation du prix Sciences ouvertes du logiciel libre de la recherche. Ont été donc récompensés des logiciels libres mis au point par des équipes françaises pour leur contribution au progrès de la recherche. C'était une première pour ce prix cette année. Est-ce que ça a été difficile de trouver des candidats qui correspondaient vraiment aux critères fixés, puisqu'il fallait trouver à la fois du logiciel open source, mais aussi français, qui sert la recherche scientifique? Et voilà, donc, tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être ici avec vous pour vous parler de ça. Il faut savoir que la France a joué un rôle majeur dans le développement des logiciels libres, pas seulement dans le monde de la recherche, mais en particulier dans le monde de la recherche. Parmi les candidats, il y avait des logiciels dont le développement a commencé dans les années 80. Pour vous dire depuis combien de temps il y a des contributions majeures françaises à la recherche. Donc, elle était dans la constitution de ces prix, qui est effectivement une première à niveau mondial. C'est la première fois qu'à un niveau aussi élevé, c'est-à-dire un ministère de la Recherche d'un pays majeur comme la France, on organise un prix pour reconnaître les contributions d'équipes de recherche à l'avancée de la science à travers des logiciels libres. On voulait reconnaître qu'il y a effectivement plusieurs formes de contributions différentes dans ces logiciels. Il peut y avoir des contributions scientifiques techniques très pointues, il peut y avoir la difficulté ou la mission de construire une large communauté autour d'un logiciel, il peut y avoir la nécessité de construire une documentation, et il peut y avoir d'autres choses qu'on n'avait pas imaginées. Donc là, on avait laissé une quatrième catégorie pour un prix du jury dans lequel le jury a choisi c'est ce que vous trouvez les plus pertinents parmi ces candidatures. Et donc, non seulement ça n'a pas été difficile de trouver des candidats, il y a eu 129 candidatures, toutes des jurys excellentes. C'est dire la richesse de la contribution des équipes françaises au progrès de la science à travers le logiciel libre. Et ce n'était pas qu'en informatique, il y avait tous les domaines. Il y a des neurosciences, il y a du traitement du langage, il y a du traitement du signal, il y a des interfaces cérébrales, il y a des choses pour l'astrophysique. C'est incroyable la richesse. Et l'objectif justement de ce prix, donc, c'est de mettre en avant toute cette richesse. Quelles étaient les qualités sur lesquelles étaient jugés les logiciels, ce qu'ont regardé les membres du jury? Eh ben, les membres du jury ont eu un travail assez compliqué à faire. Vous imaginez, avec 129 candidatures, 129, ce n'est pas l'ensemble de la production, hein. Ce sont des gens qui considéraient qu'ils avaient une forte chance de remporter ces prix. Donc, il y a une dose d'autocensure extrêmement élevée. Donc, la qualité était exceptionnelle dans toutes les soumissions qui ont été trouvées. Et donc, effectivement, les jurys avaient choisi des... je ne fais pas partie du jury, hein, juste pour rappeler les choses. Donc, j'ai participé à l'organisation du prix. Les jurys étaient souverains, ils avaient décidé tout seuls. Mais de ce qui a été précisé, effectivement, on cherchait la qualité de la contribution scientifique et technique. Donc, est-ce qu'on a résolu un problème scientifique particulier? Est-ce qu'il y a une difficulté technique particulière? Comment on a développé ces logiciels? Mais aussi, comment on s'est assuré que la communauté soit construite autour de ces logiciels pour en garantir la pérennité ou pour faciliter l'usage? Comment on a construit une documentation de qualité qui permet l'utilisation ou la contribution? Vous voyez, c'est cet ensemble des facteurs qui ont été tous pris en compte. Et bien évidemment, il s'agit de logiciels de la recherche pour la recherche. Donc, est-ce qu'il y avait une reconnaissance par les pairs? Est-ce qu'il y a des publications scientifiques qui ont été produites grâce à ça ou qui mentionnaient ces logiciels? Ça, c'est évidemment un critère majeur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de ces projets qui ont été plus que sélectionnés, qui ont été récompensés, leur domaine d'action, leur apport à la connaissance scientifique? Mais effectivement, si vous regardez là, donc dans ces quatre catégories, donc, la contribution scientifique technique, la communauté, la documentation et les prix des jurys, finalement, il y a eu 4 prix, mais aussi 6 accessibles. Donc finalement, il y a 10 logiciels globalement qui ont été distingués. Bon, dans la première catégorie, on a l'assistant de démonstration Coq. Donc effectivement, c'est un logiciel dont le développement a commencé en 1984, pour vous dire.
Et c'est un logiciel qui permet de formaliser des preuves mathématiques, de vérifier des preuves mathématiques. Il a été notamment utilisé pour prouver les fameux théorèmes des 4 couleurs. Hein, parce que si vous prenez un plan quelconque de géographie quelconque avec 4 couleurs, vous arrivez à colorer tout sans mélanger 2 zones différentes. C'est un gros problème mathématique dont la preuve formelle a été réalisée grâce à ces logiciels. Et grâce à ces logiciels-là aussi, on a pu produire les premiers compilateurs certifiés qui ont un impact important, par exemple, dans l'avionique ou dans les systèmes de haute sécurité. Vous voyez, donc ça, c'est sur la frontière entre mathématiques et l'informatique. Ça, c'était le lauréat dans la catégorie scientifique et technique. Le prix du jury, peut-être, parce qu'on ne va pas pouvoir tous les citer, malheureusement. Alors, tout ça faire. Mais par exemple, GAMAPI est un prix des jurys. Ça, c'est un logiciel qui est utilisé en astrophysique pour collecter et traiter des données qui viennent des grands télescopes. Mais non, ça, c'est encore un autre domaine. Mais après, justement, comme on est dans une émission qui parle, qui parle aussi aux industriels, je voulais juste signaler, vous voyez, l'Accessite dans la catégorie scientifique et technique, un logiciel qui s'appelle Coriolis. Oui. C'est la seule chaîne logiciel libre disponible à niveau mondial qui permet de fabriquer des microprocesseurs. Vous voyez, donc vous arrivez de la conception à la fabrication des microprocesseurs, et dans une période dans laquelle on se rend compte, vous avez vu les annonces hier faites par les ministères de l'industrie au niveau européen sur le fait que l'Europe va investir des dizaines de milliards pour réindustrialiser la production des microprocesseurs. Disposer de ce type d'outils est essentiel pour la souveraineté européenne. Oui, ce sera d'ailleurs un des sujets qu'on abordera dans le Tech Talk juste après. La communauté scientifique, elle connaît déjà ces outils libres, ouverts, ou elle se tourne généralement vers d'autres types de solutions ? C'est une bonne question, ça dépend. Hein, parce on parle des communautés scientifiques, mais il y a plein de silos selon avec qui ou où vous travaillez. Mais par exemple, vous voyez, les deuxièmes logiciels qui est lauréat, qui est Scikit-Learn dans la catégorie communauté, ça a été développé à l'origine pour les besoins internes dans l'équipe, mais non, c'est le logiciel de référence à niveau mondial, c'est pas juste en France, mais à niveau mondial, pour l'apprentissage statistique. C'est une forme d'intelligence artificielle. Si vous voulez. Techniquement, c'est un apprentissage statistique. Ils ont milliers de contributeurs à niveau planétaire et une utilisation massive partout. Donc oui, il y a de plus en plus des non-communautés scientifiques qui utilisent des logiciels libres. Ça permet de faciliter l'utilisation, évidemment. Il n'y a pas besoin de passer des commandes, de faire des choses bizarres, mais surtout, on peut contribuer, on peut parler avec des gens qui les développent, et ça apporte une véritable valeur supplémentaire dans une démarche des sciences ouvertes qui est de plus en plus généralisée. Et donc, logiciels libres et sciences ouvertes font bon ménage. C'est un ménage naturel, c'est-à-dire que c'est la volonté de diffuser plus largement le savoir. Absolument. D'ailleurs, si vous regardez justement la notion de logiciel libre, et soit les free software, soit l'open source, mais globalement, la notion de logiciel libre, ça des années 80, et la notion des sciences ouvertes est beaucoup plus récente, mais les principes du logiciel libre sont très similaires à ceux de la science ouverte. Comment faire pour partager les connaissances, pour travailler, construire mieux sur les résultats des autres de façon collaborative. Donc effectivement, il y a un très grand alignement, et ça fait vraiment plaisir de voir que dans un mouvement des sciences ouvertes qui est devenu très populaire dans les dernières années récentes, enfin, on reconnaît l'importance du logiciel comme en réalité un pionnier et un pilier essentiel d'une activité scientifique internationale. Oui, parce que j'ai oublié de le rappeler, mais ce prix il a été créé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans le cadre donc, du deuxième plan national pour la science ouverte. Merci beaucoup Roberto Di Cosmo de nous avoir éclairé sur ces pépites du logiciel qui font progresser la recherche scientifique. À suivre dans Smart Tech, on va justement parler du plan de réindustrialisation de la France avec les startups.